Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Sommet États-Unis-Afrique, il devrait déboucher sur la signature de transactions commerciales d'un montant de 900 millions de dollars. Rapatriement de réfugiés angolais en République démocratique du Congo. Les deux pays ont signé un accord en ce sens suite aux réunions tenues du 28 au 30 juillet dernier à Luanda. Et puis le Bénin a célébré le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour cette édition, les festivités officielles se sont déroulées à Cotonou. L'Afrique et les États-Unis renforcent leurs relations. Le président américain Barack Obama a convié une 50aine de chefs d'État et de gouvernements africains à Washington. L'occasion pour certains pays comme le Cameroun de diversifier leurs partenariats. Fanny Mounichi. Les 5 et 6 août prochains, le président américain Barack Obama et les dirigeants africains se retrouveront à Washington. Un rendez-vous aux enjeux politiques, mais surtout économiques. Ce sommet sera en effet l'occasion d'un renforcement des relations commerciales et financières entre l'Afrique et les États-Unis. Devrait être abordée la participation du secteur privé américain, notamment au niveau des investissements de capitaux. L'Amérique détient au moins 2 capitaux irremplaçables dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour sa promotion. C'est d'abord le capital financier, parce que le développement inexorablement passe par la mobilisation de l'épargne. Elle peut être l'épargne nationale, et lorsqu'on finit de mobiliser l'épargne nationale et que ça ne suffit pas pour les infrastructures créatrices de richesse et d'emploi, on a besoin donc de recourir à l'épargne internationale. Et je disais, donc l'un des capitaux que détient les États-Unis de manière comment dirais-je, incontestable, c'est d'abord les capitaux. Donc l'Afrique a besoin des capitaux des investisseurs américains. Mais les États-Unis ont également tout intérêt à consolider leur présence en Afrique. Le continent abrite 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide dans le monde. La classe moyenne y est en pleine expansion. Le potentiel est donc là pour les entreprises américaines qui souhaitent vendre leurs biens et services. Nous avons donc intérêt à voir les investissements privés américains étrangers se développer en Afrique, tout comme les Américains ont intérêt à exploiter les opportunités d'investissement qui existent en Afrique pour aussi développer leur croissance. Voilà, donc tout est dans la compréhension que l'on a de ce partenariat. Je voudrais ajouter que pour l'Afrique et pour le Cameroun singulièrement, nous sommes dans une démarche de diversification des partenariats. États-Unis et Afrique devraient donc travailler lors de ce sommet à l'établissement de ce partenariat gagnant-gagnant. Une forme de coopération que le continent africain a déjà nouée avec d'autres pays comme la Chine qui participent à la construction des infrastructures. Les Américains, quant à eux, devraient amener une valeur ajoutée dans le secteur des services. Il y a des compagnies européennes, des compagnies maghrébines qui aident au développement de l'Afrique. C'est bien qu'il y a beaucoup de partenaires que l'Afrique peut choisir. Il y a beaucoup de besoins comme l'infrastructure, la santé, et dans certains cas, les États-Unis n'est pas le meilleur partenaire. On ne va pas construire l'infrastructure dans la même manière que les Chinois. L'économie américaine est basée sur le secteur de services. L'événement est d'ores et déjà qualifié d'historique. Le sommet est le premier du genre et le plus grand rassemblement qu'un président américain ait jamais tenu avec des leaders africains. Et pour attirer les investisseurs étrangers, ce jeudi à Washington, le forum Doing Business in Cameroun était destiné à présenter les opportunités d'affaires dans le pays. Parmi les domaines visés, l'agriculture et le tourisme. Un reportage de Paul de Singoué, notre envoyé spécial aux États-Unis. 7 ministres et plusieurs hommes d'affaires. La délégation est impressionnante et reflète le caractère important de la mission. Ils ont chacun défendu leur département ministériel avec un objectif commun, promouvoir l'investissement au Cameroun. Organisé le 31 juillet à Washington, D.C. aux États-Unis, le forum Doing Business in Cameroun a permis aux autorités camerounaises d'exposer les potentialités économiques dont regorge ce pays. Le Cameroun a un potentiel énorme dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, les mines, la forêt et le tourisme. Les opportunités d'investissement naissent tous les jours au Cameroun. Les normes internationales sont respectées et le climat des affaires est attractif. L'investissement au Cameroun est un bon risque.
Performante depuis plusieurs années, l'économie camerounaise a atteint 6% de croissance en 2013. De plus, les réformes visant à améliorer le climat des affaires ont permis au Cameroun de se doter, entre autres, d'un code des investissements et de plusieurs flexibilités dans la création d'entreprises. Pourtant, le pays connaît un faible taux d'investissement étranger. Il y a des difficultés qui sont liées aux comportements humains globalement, mais je voudrais vous rassurer parce qu'au Cameroun, nous avons fait des avancées considérables et aujourd'hui, nous pensons que nous allons améliorer la plupart des classements qui s'occupent de l'environnement des affaires. Et ces derniers mois, le chef de l'État a mis l'emphase sur ce qui n'allait pas avec la loi sur les incitations, la libéralisation aujourd'hui de l'entrepreneuriat collectif et autres. Donc nous sommes sur un bon rythme aujourd'hui et l'environnement des affaires au Cameroun s'est amélioré. La preuve, depuis un an, nous avons reçu 54 entreprises nouvelles. À travers ce forum Doing Business, le Cameroun espère pénétrer le marché américain. Même si l'environnement des affaires au Cameroun paraît propice à l'investissement, le pays demeure confronté à un défi sécuritaire majeur, celui de la lutte contre le terrorisme. Un combat qu'il doit gagner pour définitivement assainir son climat des affaires. Cadre de retour volontaire des réfugiés angolais, l'accord conclu avec la République démocratique du Congo prévoit le rapatriement de 29 759 personnes d'ici 2016, alors que 18 379 ont choisi de rester au Congo. Le programme sera supervisé par les Nations Unies. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en Angola. Un accord vient d'être trouvé entre le HCR, la RDC et l'Angola sur les rapatriements des réfugiés angolais sur le sol congolais. Après 3 jours de dialogue et de concertation, très tard dans la soirée de mercredi 30 juillet, des accords entre les parties ont débouché sur un cadre de retour volontaire des réfugiés angolais. Que l'objectif que nous poursuivons depuis plusieurs années est à notre portée, relève par conséquent de notre responsabilité devant Dieu et l'histoire, parce qu'il s'agit, à travers nos efforts communs et concertés, de favoriser les conditions qui permettront aux ex-réfugiés angolais de choisir librement et en connaissance de cause leur avenir. L'accord permettant les retours volontaires des réfugiés est soumis à un calendrier. L'efficacité de ces accords repose sur la coordination et la supervision du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au nom du Haut Commissaire, je me réjouis des engagements pris par chacun des partis par rapport à l'opération de rapatriement et d'intégration locale à venir. Le HCR prend l'engagement d'appuyer les services consulaires angolais en République démocratique du Congo dans le processus d'émission des sauf-conduits. Ils sont au total 47 857 réfugiés angolais sur le territoire congolais, spécialement dans les provinces de Bandundu, Bas-Congo, Katanga et Kinshasa, parmi lesquels 29 759 ont manifesté le désir de regagner leur pays, alors que 18 379 ont choisi la RDC comme deuxième patrie. Le Bénin, en fait, ce vendredi, le pays a célébré le 54e anniversaire de son indépendance. Avec une population estimée à près de 10 millions d'habitants, de nombreux défis restent à relever, notamment au niveau social où la question du chômage chez les jeunes reste préoccupante. Florencia Samporé. Ce 1er août 2014 symbolise le 54e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'occasion pour l'opinion publique d'aborder les avancées politiques marquantes du pays. Nous avons fait des avancées, 54 ans, ce n'est pas 54 ans de perdu, c'est 54 ans, c'est vrai, d'errance dans les années 1960, 70, et qu'après le régime marxiste-léniniste qui a instauré un gouvernement militaire et des institutions plutôt enracinées dans le constitutionnalisme marxiste. Nous avons enfin, grâce à la conférence nationale et donc grâce au génie de l'ensemble des Béninois et de son élite, nous avons pu enfin capter la liberté, capter le libéralisme, le pluralisme politique, et c'est peut-être probablement une des plus grandes fiertés du pays, c'est d'avoir enfin trouvé les moyens politiques d'asseoir un régime politique démocratique. À Cotonou, la capitale économique du Bénin où se déroulent les festivités, la société civile attend de nouveaux défis à relever en vue d'un Bénin émergent. Les défis sont énormes
Alors je dirais simplement au plan politique, c'est le défi de la continuité, c'est le défi de l'enracinement. C'est de continuer à rendre nos institutions plus solides, plus fiables, de les enraciner non pas dans les hommes, mais de les enraciner dans le droit. Ça reste un défi. C'est vrai qu'il n'y a pas de menace particulière aujourd'hui, au moment où nous célébrons les 54 ans de notre indépendance. Mais les Béninois sont encore aujourd'hui plus vigilants qu'hier, qu'il faut dépersonnaliser les institutions et faire en sorte que les hommes partent et que les institutions restent. Ce vendredi, le président béninois Boni Yayi a appelé le pays à privilégier la concertation et le dialogue. Objectif renforcer les avancées sociopolitiques après la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Procès de Karim Wade, il s'est ouvert ce jeudi à Dakar avant d'être suspendu puis renvoyé au 4 août. Les avocats de la défense ont une nouvelle fois clamé l'innocence de leur client. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Un reportage d'Elan Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Le procès de l'ancien ministre Karim Wade est renvoyé au lundi 4 août prochain. En cause, les avocats de la partie civile contestent le fait que d'anciens ministres puissent se constituer pour défendre Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, dont le procès s'est ouvert jeudi matin à Dakar. Il s'agit de Maître Madi Kenyan, Maître Souleymane Deneyan, Maître El Hadj Amadou Sall, Maître Alioune Badara Cissé. L'un des avocats de la partie civile, Maître El Hadj Diouf, a demandé la récusation de ses avocats pour le motif qu'ils ont été des agents de l'État. Et cela conformément aux dispositions de l'article 11 portant règlement intérieur de l'ordre des avocats. Je savais que j'avais affaire à d'authentiques agents de l'État qui n'avaient pas encore attendu 3 ans pour pouvoir mettre leur robe et défendre les causes contraires à celles de l'État. C'est interdit, c'est une incompatibilité. Avant même le report de l'audience, de multiples suspensions de séances ont rythmé le déroulement de ce procès qui a démarré à 10h, heure de Dakar. À l'instant de la salle d'audience, une salle d'audience extraordinaire qui s'est transformée en réalité en une sorte de meeting politique avec tous ceux qui aiment Karim Wade et qui aiment sa famille et qui sont venus en force, mais aussi avec la couleur, l'humour, la musique africaine, venir dire presque en dansant au président et à la cour que Karim est innocent. Et la preuve de son innocence, c'est nous qui la portons dans nos dossiers. Du côté de la défense et des soutiens de Karim Wade, l'on espère surtout que ce procès va permettre d'élucider les faits qui lui sont reprochés. Nous sommes sûrs que les avocats de la défense réussiront à établir son innocence. Donc nous sommes sereins, nous sommes calmes. Et nous pensons que l'issue sera heureuse pour le PDS et pour notre frère Karim Wade. En attendant ce dénouement, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a mis en délibéré jusqu'à lundi les exceptions de nullité concernant la validité de la constitution de certains avocats. Karim Wade devra justifier un patrimoine de 117 milliards de francs CFA. Il risque 5 à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.